Bienvenue à ce cours d'ostéomassage sur les troubles musculo-squelettiques de la zone lombaire et dorsale. Principale de raison de consulter en médecine classique et alternative, ces zones doivent assurer de la solidité, du mouvement et de la protection de la moelle épinière. L'unité fonctionnelle disques, vertèbres et muscles assure ces fonctions. Nous retrouverons au niveau des pathologies musculaires de la fibrose, de l'inflammation et des cordons myalgiques. Tandis qu'au niveau des pathologies vertébrales, nous allons retrouver des entorses ligamentaires ou musculaires, nous allons trouver des discopathies, des dérangements intervertébraux mineurs, ainsi que de l'inflammation et de l'usure des cartilages. Pour prévenir ces dysfonctions, des gestes répétitifs doivent être évités, des positions non ergonomiques de travail et de sommeil doivent être améliorées, ainsi que le repos et la bonne hydratation pour avoir un disque spongieux. Nous allons voir l'anatomie articulaire de la zone dorsale et lombaire. Donc, ça comprend 12 vertèbres au niveau dorsal qui elles-mêmes s'articulent entre elles et au niveau des côtes, tandis que les vertèbres lombaires n'ont pas de côte et s'articulent entre elles au niveau L1 jusqu'à L4 et L5 s'articule aussi avec le sacrum. Donc, l'unité fonctionnelle de cet ensemble, c'est la vertèbre, disque et vertèbre inférieure, tout ça mu par des muscles et limité par des ligaments. Les endroits les plus stratégiques sont les charnières, là où les changements cervical et dorsal arrivent, donc entre C7, D1, au niveau lombaire entre L1 et D12, là où il y a les mouvements de rotation maximum, et les mouvements de flexion, c'est la charnière lombosacrée. Ici, il va y avoir beaucoup de flexion-extension. Donc, ces trois endroits sont les zones où il va y avoir le plus de stress mécanique. Si nous passons maintenant aux articulations, les articulations d'une vertèbre comprennent les articulations avec les côtes. Donc, il y a 4 articulations chaque côté, 2 à droite, 2 à gauche. Il va y avoir aussi 4 articulations, 2 supérieures et 2 inférieures avec les vertèbres sous-jacentes et sous-jacentes. Donc, ces articulations-là vont souvent être soumises à des pressions et ce sont les zones les plus innervées de toute la colonne. Donc, c'est les sources de douleur majeures, en plus des muscles qui eux-mêmes sont innervés au niveau nocicepteur. Si nous passons à l'unité fonctionnelle, qui est représentée par la vertèbre sous-jacente et la vertèbre inférieure, nous avons à l'intérieur un disque. Donc, ce disque est contenu par des fibres au niveau périphérique et l'intérieur est contenu dans un noyau gélatineux avec des fibres concentriques plus petites. Donc, l'ensemble de ce disque permet aux deux vertèbres de bouger une sur l'autre. Donc, ça va amortir les chocs. Si l'on regarde l'ensemble des mouvements, les mouvements principaux vont être des mouvements de flexion et d'extension des vertèbres. Les mouvements commencent toujours par la vertèbre du dessus en descendant. Donc, la vertèbre supérieure va fléchir. Donc, comme mouvement, ça fait flexion, flexion. Donc, les facettes articulaires vont s'éloigner l'une de l'autre, donc vont se décoapter. Quand on fait les mouvements d'extension, à partir du trépied, vertèbre, facettes articulaires et disque, il va y avoir un rapprochement des facettes articulaires dans le mouvement d'extension. Donc, ceci permet les deux mouvements principaux qui sont flexion-extension. Les autres mouvements vont être des mouvements de rotation. Donc, à ce moment-là, la vertèbre d'un côté rapproche ses facettes, tandis que de l'autre côté éloigne les facettes. Donc, dans les mouvements de rotation du corps, il va y avoir alternativement un rapprochement d'un bord et de l'autre. Dans les mouvements d'inclinaison, il va y avoir un mouvement où la facette du côté qui incline, à gauche dans ce cas-ci, va être rapprochée, tandis que la facette de l'autre côté s'éloigne. Tout ça a un certain glissement. Donc, quand on fait l'inclinaison à gauche, ça se rapproche à gauche et s'éloigne à droite, et l'inverse. Évidemment, dans la vraie vie, ça va être combiné, exemple, flexion, inclinaison, rotation. Donc, il y a des mouvements qui sont plus pertinents que d'autres. L'ensemble de ces mouvements-là est valable pour toute
la colonne avec des variantes selon les endroits. L'anatomie musculaire est relativement simple. Au niveau des grands plans osseux, il va y avoir des liens entre le sacrum, une partie de l'iliaque et les vertèbres inférieures pour former l'aponévrose lombosacrée. Et tout ça va originer des muscles qu'on va diviser en deux parties. La partie plus interne, qui est comprise entre les deux transverses, qui est proportionnée à une largeur de main de la personne. Donc ça, c'est des muscles très petits, très courts, soit monoarticulaires ou quelques articulations plus hautes. Donc ça, c'est le tractus médian profond. Donc il va y avoir des couches très profondes au niveau des vertèbres entre les transverses. Maintenant, au niveau plus latéral superficiel, il va y avoir une autre série de muscles, donc un tractus plus large, des muscles qui, eux, vont faire office de grands mouvements. Flexion, vont être performés par les muscles abdominaux, tandis que toute l'extension est faite par les muscles postérieurs, donc de la colonne. Il va y avoir les grands muscles latéraux qui vont faire les inclinaisons quand c'est travaillé de façon unilatérale. Quand c'est bilatéral, ça fait l'extension. Donc, les grands mouvements par le tractus latéral superficiel. Donc, le plus grand représentant, si on met ça ici, aponévrose lombosacrée, il va avoir iliocostalis, qui va être le muscle ici qui va aller s'attacher sur les côtes à partir de la masse de l'aponévrose lombosacrée, et le longissimus ou long dorsal qui lui va aller s'attacher sur les transverses. Donc, ils vont être segmentés en différentes portions, cervicales, lombaires et thoraciques. Donc ça, c'est le grand hauband, les gros muscles qui font les mouvements importants. Une couche plus profonde, on va se retrouver dans le tractus médian profond. Donc, on va avoir l'épi-épineux qui, comme le dit, va travailler entre les épineuses. Évidemment, il y en a de part et d'autre. Tout ça, c'est bilatéral. Donc, ça, c'est des muscles un peu plus profonds, genre une troisième couche de profondeur. Après ça, on va se retrouver avec des muscles qui vont être très profonds, les multifides. Eux vont partir d'une transverse pour aller s'attacher sur les épineuses 3 ou 4 plus hautes. Et encore plus profond, on va avoir les muscles rotateurs courts et longs, qui eux partent des transverses puis vont s'attacher sur les épineuses. Donc, les muscles profonds sont soit monoarticulaires ou quelques articulations pour les ajustements fins des vertèbres, tandis que les muscles latérales superficiels vont être pour les ajustements grossiers, donc les inclinaisons, les efforts de redressement, les extensions. Nous allons voir l'anatomie des vertèbres au niveau facial. Si l'on prend la masse aponévrotique au niveau du sacrum et des lombaires, qui sont la réunion de tous les muscles obliques, transverses, ainsi que des muscles fessiers et tout ce qui est au niveau sacrum, nous allons avoir une masse assez compacte, l'aponévrose lombosacrée. De cette aponévrose-là vont partir ou vont arriver, dépendamment de quelle façon on voit les choses, à partir des cervicales profondes. Donc, l'aponévrose cervicale profonde va être unie à cette aponévrose-là. Donc, dépendamment si on prend le début au niveau de la tête, ça part du crâne, l'aponévrose crânienne, avec des insertions profondes. Tout ça va être en union avec le sacrum. Par-dessus ça, on va avoir l'aponévrose un peu plus large au niveau des muscles du fascia, des muscles ici transverses, au niveau latéral, superficiel, ainsi que la réunion de tous les muscles de la scapula, ainsi que grand dorsal et compagnie. Donc, tout ça va faire une trame faciale très forte qui va aider beaucoup dans la posture, dans le maintien de la posture. Donc, quand je suis en position de flexion, tous ces trames faciales-là vont maintenir la statique, autant en position debout qu'en position de flexion. Donc, les muscles vont de moins en moins jouer de rôle dans le maintien de la position fléchie. Ce sont les fascias qui tiennent vraiment la colonne d'un bout à l'autre. Regardons ensemble les pathologies principales de la zone lombaire et dorsale. Commençons par la partie articulaire. Si on regarde la partie articulaire, une façon d'évaluer s'il y a des problèmes au niveau vertébral est de faire un glissement de 2 doigts, index majeur idéalement, avec une pression des 2 doigts vers le médian pour bien contacter de chaque côté du doigt les épineuses. Nous descendons comme ça ici, ce qui permet de tracer une ligne. Si la ligne est droite, s'il n'y a pas de déviation de nos doigts,
ça nous indique une colonne plutôt en santé. Donc, dès qu'il y aura une déviation d'un côté ou de l'autre, ça l'indiquera probablement une vertèbre un petit peu déviée. Jusqu'ici, tout est bien. Ici, à ma droite, il y a une petite déviation sur mon index. Il fait une espèce de rond comme ça, j'exagère. Donc ça veut dire que soit la vertèbre au niveau anatomique est faite comme ça, ou il y a une petite inflammation de l'épineuse. Donc il y aurait des muscles, des fascias qui sont contractés, tendus de ce côté-ci. À la longue, ça vient inflammer l'épineuse. Donc la façon de savoir, c'est de presser latéralement sur la zone déviée. Donc ici, droite et gauche, est-ce qu'il y a un endroit sensible? À gauche. Ici. Donc, si c'est sensible du côté dévié, ou en même temps, je perçois une légère inflammation, un petit bourrelet liquidien. Donc, ça veut dire que cette vertèbre-ci, qui est environ la D9, a un léger problème, un petit dérangement intervertébral mineur. Donc, si nous continuons le glissement jusqu'au niveau sacrum, on pourra évaluer comme ça. Ici aussi, il y a une petite déviation ici. Donc, je refais mon test. Je dois peser égal droite-gauche. Donc, ici, est-ce qu'à gauche? Un peu plus à gauche. Un peu plus ici à gauche. Donc, même chose, même pattern, léger déviation de l'épineuse, petite sensation d'œdème fibreux sous mes doigts et douleur à la pression. Okay? L'autre signe serait la mobilité. Si je reprends la zone ici, et puis je bouge la vertèbre en prenant l'épineuse des 4 doigts, si je bouge la vertèbre, il y a un endroit où elle bouge moins bien. Donc, à ce moment-là, déviation, léger œdème du côté de l'épineuse, douleur à la pression symétrique et mobilité réduite, ce sont entre autres des signes de dérangement. Donc, si l'on continue jusqu'en bas, ici, on peut apprécier en même temps le niveau de résistance. Les muscles, les tissus mous, tout le long de la colonne sont plutôt souples. Rendus ici, L3, L4, c'est un petit peu plus résistant. Donc, ça sera pour la partie musculaire et articulaire, les tissus mous. Donc, on va aller voir une autre façon d'évaluer les problèmes de dérangement intervertébraux mineurs. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pression. Donc, j'ai un doigt qui vient m'indiquer la zone entre deux vertèbres et je vais faire une pression. Donc, mon doigt, mon index, va toujours m'indiquer où presser. Donc, je fais une pression directe sur l'épineuse vers l'antérieur. Donc, à ce moment-là, s'il y a une douleur à pression égale, c'est significatif. Donc, les dérangements intervertébraux mineurs vont comprendre 5 signes évaluables. Le premier signe, c'est la pression douloureuse sur l'épineuse. Donc, tu me diras, Léa, s'il y a une douleur, je vais faire plusieurs segments. Donc, mon doigt ici m'aide toujours à savoir où faire la pression. Plus là. Donc, je suis toujours entre deux épineuses avec mon index et mon pouce peut à ce moment-là presser. Donc, je dois presser également tout le long. Un petit peu à la fin? Non, plus c'est 7. OK. Donc, autour d'ici et ici. OK. Donc, on se retrouve à peu près où on avait une zone de douleur ici tout à l'heure. Celle-là. Ouais. Celle-là ici. Donc, effectivement, D7. Puis, on avait une autre douleur. Tu me diras c'est quelle? Celle-ci, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, premier signe, pression douloureuse directe. Donc, on a 2 points. Après ça, ce qui va être aussi une possibilité, c'est la même chose que tout à l'heure. S'il y a une douleur en latéral, donc ça semble être un petit peu plus sensible. Ouais. Droite ou gauche? les deux. OK. Donc ici, il y a une douleur des deux côtés. Donc, on va faire le test de mobilité. Donc, quand je pousse l'épineuse vers la droite, ça va bien. Quand je la pousse vers la gauche, ça va moins bien. Donc, ici, il y aurait 3 signes au niveau du dérangement intervertébral mineur. L'autre signe, c'est les articulés, donc les facettes articulaires. On s'entend qu'ici, il y a une angulation de l'épineuse. Donc, la vertèbre au niveau des articulés est un peu plus haut. Une vertèbre plus haut. Donc, si je fais une pression ici, tu me diras s'il y a une douleur, droite ou gauche. Plus bas. Ouais.
Les deux côtés? OK. Tu me diras lequel est le pire en termes de douleur. À droite. OK. Donc, ici, il y a une douleur aussi, ce qui correspond à l'étage des articulés de cette vertèbre-là. Et puis, l'autre possibilité, c'est d'avoir des cordons myalgiques, donc des endroits plus fibreux au niveau musculaire, profond. Donc, ça, on peut l'apprécier, soit avec une position bilatérale, symétrique, ce qui va donner ici une sensation un petit peu bizarre à droite. Ça, c'est un petit peu sensible ici, je crois. C'est ça. Donc, on a aussi un petit cordon myalgique ici. Et le dernier signe, ça va être le pincé roulé. Donc, je fais du pincé roulé de chaque côté. Tu me diras s'il y a un côté ou une zone. Là, je recommence. Donc, le pincé roulé quand même... Là. OK, ça, c'est le côté gauche. Maintenant, je vais faire le côté droit. OK, donc, la douleur est un petit peu plus en bas ici. Des deux côtés à la même hauteur. OK. Donc, ici, c'est beau. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que la zone de cellulologie, qui va être mise en évidence par le pincé roulé, va être 2 à 4 vertèbres inférieures. Donc, on se retrouve avec le portrait. Pression douloureuse sur l'épineuse ici, environ C4. Après ça, il va y avoir une douleur en latéral sur l'épineuse, légère contracture des muscles adjacents, syndrome des douleurs au niveau articulé un petit peu plus haut, et pincé roulé objectif au niveau douleur un petit peu plus bas. Donc ça, ce sont des signes soit à cause du métamère ou des réflexes nerveux qui font ensemble la totale. Donc si on a les 5 signes, c'est sûr qu'il y a un problème ici. On aura probablement un problème ici aussi un petit peu plus bas. Donc les 5 signes pour le dérangement intervertébral mineur sont là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller au niveau des côtes. Donc là, on peut faire un test de rebond. Donc le test de rebond peut se faire bilatéral. Donc je m'en viens droite et gauche et je pousse en profondeur vers l'avant. Donc ce n'est pas du glissement. Okay? Donc c'est apprécier les rebonds. Donc quand je pousse, je devrais avoir une certaine élasticité, une certaine résilience. Si j'ai de la résistance plus grande, il y a un problème. Là, je suis sur l'articulation côte-vertèbre, juste ici. Donc, je fais le mouvement avec même force de chaque côté. Puis, rendu ici, c'est plus difficile. Donc, il y a des chances que cette zone-là soit plus rigide au niveau articulaire. OK? Donc, quand je fais le test plus global, ça, c'est souple. Et ici, c'est plus raide. On peut donc à ce moment-là, une fois qu'on aura identifié avec une main large la zone de résistance articulaire au niveau des côtes, prendre le tranchant de la main qui va être plus segmenté, puis tester la rigidité. Donc, il y a un petit peu de rigidité ici, puis un petit peu ici. On verra donc des techniques pour travailler les rigidités, les dérangements intervertébraux mineurs. Et puis donc, on peut aussi faire notre test pour évaluer les dysfonctions plus vertébrale en faisant un appui chaque côté ici pour tester la souplesse. Si on passe maintenant à l'évaluation plus musculaire, nous allons voir une certaine topographie du dos. Donc, en se plaçant dans un angle où on peut voir la topographie, on peut voir sur son dos ici une masse, surtout le tractus latéral superficiel, qui est plus élevé que sur l'autre côté. Donc ça veut dire soit qu'il y a une certaine déformation ou tout simplement que les muscles sont un petit peu plus contractés. Donc à la pression, on pourra évaluer s'il y a une bonne élasticité. Okay, donc ce n'est pas le cas. Donc en plus d'un volume plus grand, quand je fais une pression, la densité est plus difficile à rentrer ici, donc plus grande densité. Et si je fais une pression égale en profondeur, tu me dis s'il y a un point, une zone sensible, là. Droite ou gauche? OK. Donc, on a les 3 signes ici. Augmentation de volume, augmentation de densité et augmentation de douleur à la pression bilatérale.
Donc, notre observation visuelle est corroborée par la densité et la douleur. Donc, on aurait un cordon myalgique qui est environ ça de long ici, avec peut-être un point principal ici. Donc, on verra aussi des manœuvres pour travailler la détente, la décontraction de ces fibres-là. On passe maintenant au travail d'évaluation des pathologies faciales. Donc, dans tous les cas de fascia, c'est des glissements selon les plans qu'on travaille. Donc, on va avoir deux mains qui partent au même endroit et tranquillement, on laisse notre corps se déporter. Donc, vous voyez que ma main droite, je pars avec les 2 pouces symétriques et quand j'avance comme ça, ici, ma main droite va un petit peu plus loin. Donc, il y a ici, dans ma main gauche, une rétraction, une résistance des fascias. Donc, ça permet de dire à quel endroit on va faire des techniques plus faciales. Donc, on peut faire ça comme ça tout le long pour évaluer s'il y a... Ici, c'est l'inverse. Ma main gauche va plus loin. À cet endroit-ci, il y a une résistance des tissus faciaux. Donc, on va faire ça tout le long. Puis, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Donc, les dysfonctions faciales sont souvent sous-jacentes aux mêmes muscles. Donc, on a un petit peu de tension ici, dans la même zone de notre vertèbre, et un petit peu de tension ici en montant dans la zone de notre cordon myalgique. Donc, souvent, il y a une relation entre les muscles fascia et les articulés des vertèbres. On peut aussi faire des évaluations faciales pour évaluer les dysfonctions au niveau d'une pression transversale. Donc, on va avec le talon de la main prendre le tractus latéral superficiel et pousser comme ça. Puis quand on sent une résistance, comme ici et là, on sait qu'il y a du travail à faire au niveau détente myofaciale. Évidemment, on fait les 2 côtés symétriques. Passons à l'évaluation de la personne en position debout. Un des tests principaux à faire, c'est l'évaluation de la verticalité. Donc, nous demandons à la personne de coller ses talons ensemble, ce qui va nous donner un point de repère fixe à partir du sol. Puis, nous pouvons soit visuellement voir le centre au niveau lombaire, de la dernière lombaire, et la dernière cervicale. Donc, les 3 points, milieu entre les 2 talons, et ici devraient être alignés. En principe, si ce n'est pas le cas, il y a 2 cas de figure possibles. Alors, si on regarde ici, ça et les talons sont alignés, mais le bassin est un petit peu translaté vers la gauche. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui viennent du bas. Okay? Donc, quand le bassin est translaté d'un côté ou l'autre, les problèmes viennent du bas. Principalement, ils vont affecter la musculature du dos et les vertèbres. Si c'était l'inverse, à savoir le bassin est centré et le thorax est désaxé par rapport à l'axe talon-sacrum, à ce moment-là, les problèmes viennent du haut. Donc, ça, ce serait les cas de figure simples, translatés en haut ou translatés en bas. Et évidemment, les 2 problèmes peuvent être ensemble. Translatés d'un côté au bassin, translatés en haut de l'autre côté. Donc, ça, c'est le signe qu'il y a des problèmes et qui viennent du cou, des épaules et qui viennent du membre inférieur ou du bassin. Donc, ça, c'est la verticale de Barré pour bien apprécier les problèmes. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi comme évaluation debout, on redemande à la personne d'écarter ses jambes largeur des épaules. On va demander à la personne de faire les mouvements de la colonne. Donc, à ce moment-là, les mouvements, on va évaluer de haut en bas la partie dorsale puis la partie lombaire. Premier mouvement à faire, l'inclinaison. Donc, pour faire ça, simplement, on demande à la personne de coller ses mains et de glisser une main le plus loin possible vers la droite. Et on regarde en même temps, quitte à le faire 2-3 fois, tu vas glisser de l'autre côté à gauche. Donc, on regarde comment ça bouge. On peut mesurer aussi. Tu reviens et tu fais la droite. Ça. Donc, au niveau droite, il y a un petit peu plus de difficulté. Refais la gauche, l'inclinaison gauche. Donc, on voit aussi une grande courbure, une facilité d'aller là. Tandis que si tu vas sur l'autre côté, ça semble un petit peu plus difficile ici. Donc, on peut voir des tensions dans cette zone-là. Et au niveau des vertèbres dorsales, on peut voir un petit peu de perte de vertèbres ici, avec un petit méplat ici. Donc, on peut soupçonner des tensions ici.
puis un petit peu dans la charnière cervico-dorsale. Ça, c'est le mouvement d'inclinaison droite-gauche. Si maintenant on veut tester les rotations, on demande à la personne de mettre ses mains sur les épaules. Nous, on vient bloquer le bassin pour être sûr que ce n'est pas les genoux, les chevilles qui vont faire le mouvement. On maintient stable et on demande à la personne de tourner à droite et à gauche. Et on regarde et on évalue la mobilité de l'autre côté. Donc, de ce côté-là, ça va beaucoup plus loin. Retourne encore. Et on peut sentir un petit peu d'étention quand elle vient pour tourner. C'est comme si ça retenait ici. Une dernière fois. À gauche, rotation gauche et rotation droite. Donc, on peut évaluer en premier temps la zone dorsale et puis la zone lombaire. Si tu refais encore à droite et à gauche, et de l'autre côté. Donc, on voit qu'ici, ça va assez bien, mais là, il y a aussi une tension qui retient la rotation droite. C'est beau. Donc, ça nous aide à avoir une évaluation de départ. Quand on va faire les corrections, on peut réévaluer à la fin de façon à pouvoir voir quel est l'effet de notre travail sur la mobilité globale et les courbatures au niveau, les contractures au niveau musculaire. Pour bien faire l'évaluation musculaire, ce qui est important, c'est plusieurs choses. Au niveau de l'ergonomie du corps, premièrement, il faut avoir notre corps qui va travailler avec une structure avant-bras, main, épaule solidaire, avec un pied en avant, pied en arrière pour pouvoir faire un transfert de poids, de façon à ne pas forcer avec nos muscles. Et en même temps, nous allons avoir soit la main, soit le pouce, ou soit les doigts qui vont être la surface de contact. Donc, on va commencer par le tractus médian profond. Donc, à ce moment-là, on fait une palpation rapide. Donc, c'est évaluer la densité grossière, on va dire. Est-ce que ça rentre bien à droite ou à gauche? C'est ça la question. Donc, ici, ça rentre moins bien à gauche. Donc, il y a peut-être un problème. Ici, un petit peu moins bien à droite. Ça, c'est bien. Ça, c'est très raide ici à gauche. Donc, je peux en même temps visualiser le niveau de vertèbre. Donc, ici, c'est C7. Ici, c'est D1. Donc, là, je suis à peu près à D5. Donc, j'enregistre D5 à gauche au niveau profond, c'est résistant. Hein? Puis, je m'en viens comme ça ici. Même chose ici, il y a un petit cordon que je sens à gauche toujours. Donc, dès que j'ai une difficulté à rentrer mon doigt, que l'élasticité est pas très bonne, j'ai un problème. Donc, ici, c'est tout symétrique ici. Ici, un petit peu plus raide à gauche toujours. À droite ici. Puis ici, un petit peu des deux côtés. Donc, ça me permet d'identifier au niveau tractus médian profond quelles sont les zones de possibles contractures musculaires ou de cordon myalgique. Maintenant, si je fais tractus plus latéral superficiel, je peux y aller comme point sensitif, même si toute la main est palpatoire, avec la partie interne du talon de la main. Donc, c'est la même chose. Ici, je vais évaluer un petit peu la densité. Ça, c'est plus résistant. On peut voir d'ailleurs une petite bosse ici. Donc, je fais ça sur l'ensemble de la colonne, au niveau des muscles latéraux. Même chose ici, je peux sentir une résistance, autant au niveau profond que superficiel latéral. Donc, grosso modo, à part cette partie-ci à droite, c'est surtout le côté gauche qui est au niveau musculaire très résistant. Donc, la palpation, vu que c'est une grande surface, je peux la faire très rapide au début. Quand on est habitué, ça donne tout de suite de l'information sur les grandes zones à travailler. Puis après ça, je peux mettre un petit peu plus d'attention sur des surfaces réduites pour mieux identifier quel point. Une fois qu'on a trouvé vraiment une zone, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de palper bilatéral tout le temps. À ce moment-ci, on peut venir palper beaucoup plus unilatéral sur la zone, puis pouvoir comparer une partie, exemple ici, un cordon myalgique, une contracture, une fibrose des muscles. On peut venir comparer plus localement les différents morceaux pour évaluer le pire dans le segment. Donc ça, c'est l'évaluation musculaire en palpation perpendiculaire. Pour les techniques musculaires, nous allons commencer par l'application du raccourcissement passif. Donc, cette technique a toujours le même protocole. Nous allons trouver sur le tractus latéral superficiel ou tractus médian profond des points douloureux.
et nous allons raccourcir la musculature. Donc, il va y avoir un levier. Dans ce cas-ci, ça va être l'épaule. En bas de L1, ça va être le membre inférieur. Mais dans ce cas-ci, ça va être omoplate, épaule. Donc, nous allons premièrement prendre le levier comme ça. Nous pouvons dire à la personne, grosso modo, quel va être le mouvement, pour la familiariser. Donc, il va y avoir des mouvements de rotation, des mouvements d'inclinaison. Et puis, à ce moment-ci, une fois que c'est familiarisé, nous allons pouvoir faire la recherche si on ne l'a pas déjà fait avant. Donc, dans le tractus latéral superficiel, ici, un petit peu plus loin de l'axe central, nous allons trouver un point sensible. Est-ce que ça, c'est sensible? Oui. C'est bon. À ce moment-ci, on raccourcit tranquillement en demandant à la personne de nous dire quand ça fait moins mal. Là. Comme ça ici. Donc, ce n'est pas obligé de soulager complètement la douleur. La moitié suffit. Inspire bien. On fait le pompage. Expire. Donc, 3-4 pompages à chaque fois. Ici, on peut toujours se soulager pour avoir une prise qui est plus ergonomique au niveau du membre inférieur ou mettre un coussin, un traversin sous l'épaule. Une fois qu'on a fait 3-4 pompages, 3-4 cycles respiratoires, on peut redescendre tranquillement le muscle, le poing. Maintenant, si on veut aller au niveau du tractus médian profond, toujours en haut de L1, nous allons aller un petit peu plus loin sous les côtes, de façon à pouvoir mobiliser les vertèbres via les côtes. Donc, à ce moment-là, notre manœuvre va être un petit peu plus forçante, mais une fois qu'on s'est trouvé une position de raccourcissement soulageant, on peut se repositionner au niveau ergonomie. Donc, on recommence. Donc, je suis tout près de l'épineuse. Donc, je vais avoir une pression qui va chercher un point. Il y a plusieurs points en général dans ces coins-là, comme ici, il y en a un bon. Tu me dis, ça c'est sensible. Oui. C'est bon. Quand ça l'est moins. Donc, ici, on mobilise un peu plus les côtes pour raccourcir. C'est bon. Comme ça ici. À ce moment-là, je peux même lâcher le point, me repositionner sans déplacer ici. Donc, au niveau ergonomie, je suis mieux. Et je reprends le point sans varier la position que j'ai trouvée. Ou si j'ai un traversin pas loin, je peux le mettre en dessous ici et relâcher sur le traversin. Donc, je reprends mon point qui ne s'est pas sauvé, inspire bien, et je refais mon pompage. À l'expire. C'est ça, inspire bien. On peut demander à la personne de respirer dans le point, ça l'aide toujours à diminuer la contracture. C'est bon, on redépose tranquillement. Donc ça, c'est valable pour de L1 jusqu'en haut. Donc on va faire un autre point un peu plus bas. Donc à ce moment-ci, mon levier va devoir aller chercher un petit peu plus loin pour trouver le soulagement. Donc c'est la même chose, on va reprendre le levier. À ce moment-ci, je suis autour des 10. Donc tractus latéral superficiel, donc on voit les gros muscles ici. Donc je fais ma pression pour rechercher un point. Semble-t-il que ça peut en être un. Est-ce que ça c'est sensible? Ouais. C'est bon. À ce moment-là, je vais raccourcir en inclinaison, rotation, comme ça ici quand ça fait moins mal. C'est bon. 2, 3. Là, je peux même m'accoter, relâche bien l'épaule. Parfois, c'est bon de vérifier le coude. Si le coude est relâché, ça veut dire que toute l'omoplate est relâchée. Donc, la personne se détend bien. Donc, je reprends mon point. Souvent, ça va marquer en rouge, dépendamment des peaux. Certaines peaux vont marquer en blanc, donc on retrouve le point sans problème. Puis, on a l'empreinte sensitive au niveau des fibres qu'il y a sous mon pouce. Donc, je retrouve facilement le point, je refais la pression et inspire bien une fois ou deux. Le pompage, donc, accélère beaucoup le relâchement des fibres. C'est ça. Donc, on relâche bien et on reprend. Donc, le mouvement de pompage est relâcher et reprendre et non pas pousser. C'est bien. Une fois qu'on a un soulagement qu'on ressent sous les doigts, on peut relâcher ici. Pour continuer le soulagement par raccourcissement, nous allons faire la partie inférieure à L1. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir réduire la longueur des muscles, donc soulager par raccourcissement, nous allons devoir utiliser un levier inférieur, donc c'est la hanche. La plupart des muscles donc, partent du sacrum ou de la masse sacro-lombaire et vont vers le haut. Donc, en utilisant la hanche, à savoir le membre inférieur, comme levier, nous allons pouvoir faire un raccourcissement. Donc, on prend la jambe d'une façon très ergonomique. Vu que c'est pesant, on fait une manœuvre comme ça ici pour prendre la jambe. On redépose bien confortablement dans le coude. Donc, avec cette position-ci, je peux vraiment faire tous les mouvements. Si je lève, ça fait de l'extension.
Si j'ouvre la jambe, ça fait de l'inclinaison. Puis si je tourne comme ça fait de la rotation de vertèbre. Donc, je peux faire les 3 mouvements que le poing va devoir subir pour raccourcir. Donc, ici, je vais aller sur le tractus latéral superficiel, trouver un point sensible. Est-ce qu'il y en a un dans ce coin-ci? Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est sensible. Tu me le dis quand c'est moins sensible. Donc, j'y vais lentement. Je peux faire une petite poussée axiale dans la jambe. C'est bon. Comme ça ici. Et on retient. Encore là, si jamais j'ai un traversin, je peux le mettre en dessous ici, ou je peux même mettre mon genou. Donc, je peux faire toutes sortes de manœuvres pour éviter d'avoir trop de pression. Donc, je peux m'accoter sur moi. OK? Donc, si je mets ma jambe comme ça ici, je sais de ne pas déplacer. Donc, comme ça, je suis capable de retenir pendant 30 secondes la manœuvre. On inspire bien. À l'expire, le pompage. Inspire bien. Donc, après 3-4 cycles respiratoires, on peut redéposer doucement. Donc, ça, c'était le tractus latéral superficiel. Si on va plus profond, tractus médian profond, donc les petits muscles multifides ou rotateurs. Donc, on va aller chercher un peu plus profond vers la gouttière vertébrale. Donc, ici aussi, il y aurait peut-être un petit muscle. Donc, c'est la même histoire. Je vais faire une pression douloureuse. Quand il y a un soulagement de moitié, tu me le dis. Comme ça ici. À ce moment-ci, je peux même lâcher ça, venir me positionner à côté sur ma hanche sans changer l'angle et je reprends la pression. Inspire bien. Quand on reprend la pression, il faut reprendre à la même profondeur qu'on avait au soulagement. Donc, ça, c'est tractus médian profond. Donc, petit muscle entre 2 vertèbres. C'est ça. On redépose doucement. Maintenant, avec la même prise, on va faire le carré des lombes. Donc, on va aller un petit peu plus en latéral, près des transverses, pour trouver les points douloureux. Donc, même prise. Donc, pour la prise, on s'accote sur l'épaule, fer à cheval au niveau du talon, on lève, on glisse la main. OK, donc, il faut voir nos doigts qui dépassent l'autre côté du genou et on peut faire un peu de relâchement si la personne est tendue. Donc, je vais aller chercher en latéral les points du carré des lombes. Donc, ici, il y aura peut-être un petit point. Ouais. Et quand c'est moins pire, tu me le dis. Donc, je vais ouvrir un petit peu plus à ce moment-ci et tourner légèrement avec une petite pression dans l'axe du fémur avec ma hanche. Comme ça ici. Soulagement. Inspire bien. Là, je suis bien à côté sur ma hanche. Donc, tout le poids, 80% du poids est tenu par ma hanche et non pas par ma main. Donc, quand on sent sous les doigts que des fibres qui relâchent, on peut aller fouiller pour des fibres adjacentes qui sont tendues. À ce moment-ci, le pompage va réduire la contraction des fibres que j'ai sous le doigt. Une dernière fois, pompage et on ramène doucement. Donc, dans les cas de dérangement intervertébral mineur, ce qu'on va chercher, c'est un point sensible sur l'épineuse qu'on a déjà trouvé de toute façon. Donc, à ce moment-ci, est-ce que ça, c'est sensible? Oui. C'est ça. Donc, où il y a un petit peu d'inflammation, c'est là qu'on va faire notre travail. Donc, c'est le même travail, sauf qu'on va avoir une pression un petit peu plus sur la zone inflammée. Je fais une pression douloureuse, ça, c'est sensible. Puis maintenant, je fais le même mouvement en faisant tourner un petit peu l'épineuse, raccourcir le tendon inflammé. Ça, c'est mieux. Puis, je maintiens comme ça ici. Inspire bien. Donc, ma pression est directement sur les tissus mous autour de l'épineuse. Donc, c'est une petite variation de pression, mais le concept de base est toujours le même. Pression, soulagement. Relâche bien, respire bien. Petit pompage à l'expire. C'est bon. Donc, ceci conclut le raccourcissement passif. Nous allons voir le micromassage pour une zone très importante, à savoir la jonction entre l'omoplate et la cage thoracique. Donc, toute cette zone-là, un quadrilatère assez grand, peut contenir beaucoup de points tendus. Donc, nos mains en dessous vont avoir différentes possibilités de mouvement. On va donc avoir les mains, les doigts écartés qui vont se rapprocher
Après ça, rapprocher nos mains ensemble et puis après ça, faire des mouvements avec soit les doigts, une main vers l'autre, en tirant au bas, gauche-droite, torsion, etc. Donc, il y a beaucoup de mouvements. On va pouvoir travailler autant la musculature profonde de la colonne que la jonction avec les côtes, que la jonction plus près de l'omoplate. Donc, dans un premier temps, on lève, on laisse bien aller. On lève un petit peu l'omoplate avec une main, avec l'autre main, et on se repositionne. Donc, mes doigts vont être en léger crochet, non pas trop agressif, mais avec la pulpe des doigts. Et puis, à ce moment-ci, on va palper un peu pour trouver un cordon myalgique ou des fibres musculaires très tendues. On les rapproche. Hein, nos mains convergent l'une vers l'autre, nos doigts un vers l'autre, pour faire une pression genre micromassage. Et après ça, on va faire nos petits mouvements de cisaillement, torsion, monter en haut, en bas. Évidemment, ce n'est pas un mouvement très spectaculaire, mais très efficace. Une fois qu'on a trouvé que ça l'a relâché à un certain endroit, on peut bouger ailleurs. Évidemment, avec le pouce ici, si on est un petit peu habile avec nos mains, on peut aussi travailler au niveau du trapèze supérieur tout en ayant nos doigts, okay, qui vont dissocier au niveau rhomboïde, muscle profond de la colonne, trapèze médian, etc. Donc, tout ça, c'est possible en même temps, si on est plus à l'aise avec deux mouvements synchronisés. Donc, à partir de cette position-ci, je vais juste vous montrer quelle est la situation des doigts sous le corps. Donc, on rapproche nos doigts, on rapproche nos mains et on fait des mouvements. Si on va aller travailler le trapèze, on peut avoir index et pouce en même temps qui travaillent, pendant que les autres doigts font un travail aussi de dissociation. Si on a fini une certaine zone, on peut toujours migrer nos doigts pour aller chercher une autre zone à travailler, soit tout près de la colonne, à l'articulation côte-vertèbre ou tout près des rhomboïdes, trapèze médian. Donc, en fonction de ce que l'on sent comme zone tendue. Nous allons voir les manœuvres de micromassage appliquées aux muscles du tractus latéral superficiel et profond, ainsi que le trapèze inférieur et carré des lombes. Donc, nous allons, pour faire ça, raccourcir le muscle. Donc, j'ai mis au préalable sous l'épaule un petit coussin qui raccourcit l'espace entre l'omoplate et l'épaule pour que les muscles soient plus, entre l'omoplate et la colonne, pour que les muscles soient plus raccourcis. Donc, nous allons identifier un point sensible, okay, et nous allons prendre la prise à 4 doigts. Donc, nous allons converger vers un point douloureux et faire les manœuvres de micromassage. Donc, il va y avoir du cisaillement, des torsions, dissociation des fibres en long, et on déplace tout le point, droite-gauche, en haut, en bas, horaire, anti-horaire. Donc, toutes ces manœuvres-là peuvent être faites de façon mécanique ou en suivi facial si on sent les petits micro-mouvements des fibres en question. Donc, pour avoir un bon micromassage, c'est idéal d'avoir une structure de peau qui est un plus. Donc, vraiment, là, c'est mou ici, on ne pince pas la peau et on rentre en profondeur vers les structures osseuses sous-jacentes pour faire un travail de profondeur. De temps en temps, on relâche pour le pompage liquidien. Donc, ça, c'est les muscles du tractus latéral superficiel. Si on va aux muscles qui vont souvent être tendus, à savoir la partie inférieure du trapèze, donc trapèze inférieur, les points sont souvent ici, s'il y a. Oui. Ici, il y a un point. Même chose, notre point central étant là, on va à 4 doigts équidistants, on rapproche du centre et on fait les manœuvres. Sous les doigts, quand on sent que ça relâche, d'une certaine façon suffisamment, on peut cesser la technique. Donc, on peut faire ça 10 secondes, 30 secondes, jusqu'à ce qu'on ait un relâchement satisfaisant. Inspire bien. On peut faire le pompage à l'expire comme de façon aléatoire, au besoin. Voilà, ça c'était pour le trapèze inférieur. Si maintenant on veut aller sur les muscles du tractus médian profond, on doit pour ce faire
rentrer très profondément, donc on ne peut pas utiliser 4 doigts, il n'y a pas assez d'espace. On doit donc prendre la pulpe du pouce, d'un bord et de l'autre, converger vers le centre et après ça faire nos manœuvres avec notre ceinture scapulaire. Donc on va encore là chercher une zone de tension, genre ici, sensible ici. Donc on n'a pas demandé à la personne nécessairement si ça soulage, ce n'est pas une technique de soulagement. Donc je vais converger vers un point central à 45 degrés comme ça et à 45 degrés comme ça. Donc mes pouces, étant donné l'angle de mes bras, avant-bras, convergent vers le centre de tension musculaire. Et là, avec ma ceinture scapulaire, je fais des mouvements qui vont détendre la zone. Donc, ça, c'est pour tractus médian profond, peu importe le segment. Si on a un dérangement intervertébral mineur, ces manœuvres-là, au niveau des muscles contracturés, vont être très efficaces. Maintenant, on va passer aux muscles carrés des lombes et au tractus médian profond et latéral superficiel, mais en bas de L1. Donc, à ce moment-ci, on va raccourcir la musculature en tassant les jambes du même côté, ce qui va amener un raccourcissement. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement amener les jambes de Léa par ici, comme ça. Donc, je les déplace latéralement en faisant un petit blocage au niveau du bassin. Donc, ça rapproche. À ce moment-ci, si on prend un point du carré des lombes, je vais avoir la façon de faire classique à 4 doigts. Je converge vers le point central et je travaille avec ma ceinture scapulaire. Donc, micromassage du carré des lombes avec relâchement, pompage liquidien. Si je sens que ça a relâché où je suis, je peux migrer mes doigts pour trouver d'autres fibres musculaires adjacentes et faire le même travail. Si je veux faire le tractus latéral superficiel, je vais aller un petit peu plus près de la colonne. Comme vous voyez ici, il est très saillant. Donc, je pourrais aussi le faire de ce côté-là. Donc, s'il y a un point ici, ce qui semble être le cas un petit peu, à ce moment-là, je devrais tasser les jambes de l'autre côté pour raccourcir cette zone-là, de façon à pouvoir aller plus profondément. J'approche mes avant-bras et j'arrive au point en question. Relâchement liquidien. C'est bon. Maintenant, si je veux faire un point toujours tractus médian profond, à 2 doigts, je dois ramener, je peux le laisser central parce que l'effet de raccourcissement est peu important au niveau du tractus profond. Donc, tractus profond au niveau L1 et moins. Je vais faire la même chose qu'en haut, je vais rentrer en profondeur et je vais faire les manœuvres qu'on a vues à 2 pouces. Donc, c'est la même chose. Voici donc pour le micromassage l'ensemble des manœuvres. Pour ce qui est des manœuvres d'étirement spécifiques, nous allons faire le protocole. Premièrement, si nous visons les muscles superficiels du tractus latéral, nous allons devoir mettre l'omoplate un petit peu en ouverture comme ça, de façon à créer une certaine tension dans la musculature visée. Si on a un point qui est ici, on doit aller de part et d'autre. Donc, je vais mettre mes mains en croisée avec le X, l'union près de mon nombril. Je me mets un petit peu sur la pointe des pieds pour être au-dessus. Je vais entrer en profondeur et je vais après ça aller en longitudinal pour étirer. Donc, ce n'est pas étirer la peau et écraser les structures, c'est l'inverse. C'est rentrer dans les structures, étirer les structures. La peau est beaucoup plus souple que les muscles. Donc ici, je crée une tension à peut-être 70-80% de la musculature. Il faut que ça reste confortable, non douloureux. Et puis, je ressens les petites tensions qui relâchent. Donc, je vais avoir graduellement un étirement des structures entre mes mains. Et de temps en temps, inspire bien. À l'expiration, je peux relâcher en longitudinal la tension de l'élastique et il va y avoir un gain de circulation liquidienne dans la musculature profonde. Donc ça, c'est pour tout ce qui est tractus latéral superficiel. Si on va plus bas ici, on peut toujours le faire de l'autre côté. À ce moment-ci, je vais déplacer le bras de la personne pour faire une petite tension. Si on fait le trapèze inférieur, je peux le faire de l'autre côté, dépendamment de notre hauteur de table et nous-mêmes. Donc, je vais ici, un petit peu en oblique, le trapèze inférieur. Donc, je vais faire donc un point ici, part et d'autre du point. Puis, j'amène
une pression en profondeur et j'étire la musculature. Inspire bien. L'inspiration va toujours améliorer la détente. Surtout si c'est une inspiration consciente dans la zone qu'on travaille. Voilà, comme ça ici, on arrive à une bonne détente. Donc ça c'est pour le trapèze inférieur. Si on veut faire les petits muscles qui sont au niveau tractus médian profond, à ce moment-ci, ça ne donne pas grand-chose de jouer sur les étirements de passifs. On va plutôt aller directement de part et d'autre. Disons que j'ai un point ici, je vais mettre un pouce d'un côté, vu que c'est des petits muscles de 1 ou 2 cm de long, puis je vais venir de l'autre côté en profondeur et en étirement. Donc, il n'y a pas un gros déplacement de tissu, mais en profondeur, le muscle est sollicité pour s'allonger. Inspire bien, on peut toujours faire un petit relâchement longitudinal à l'expire. Donc, je relâche comme ça et je reprends. Donc, je l'ai fait beaucoup plus ample que la réalité pour voir le sens des relâchements. Voilà, donc quand on sent que ça l'a étiré sous nos doigts, on peut relâcher. Si nous passons maintenant aux étirements du tractus inférieur, au niveau inférieur, en bas de L1, tractus médian profond et superficiel latéral, tout comme le carré des lombes. Si on commence par le carré des lombes, on peut le faire à ce moment-là du côté opposé. Donc, on veut un étirement. Donc, à ce moment-ci, je vais tirer les jambes vers moi de façon à éloigner l'iliaque des côtes. Donc, ça étire le carré des lombes. Donc, le carré des lombes, on avait vu qu'il y a 3 directions de fibres. On fait la même chose. Une main sur les côtes inférieures, une main sur crête iliaque. On rentre en profondeur et on étire. Donc, ça, c'est pour les fibres longitudinales. Il ne faut pas étirer trop, sinon le muscle peut rentrer en spasme ou en contraction réflexe. Donc 70% peut-être de son étirement. La position d'étirement passif en éloignant le bassin fait une bonne partie du travail. Nous, on rajoute la partie qui manque. Donc ça, c'est l'étirement pour les fibres longitudinales, carré des lombes. Si on va faire les fibres obliques dans ce sens-ci, on va venir bloquer au niveau des côtes, on va venir prendre au niveau de la crête iliaque, épine iliaque antéro-supérieure comme ça ici, et on fait une torsion de notre corps. Donc vous voyez entre mes mains, ça étire beaucoup. Donc inspire bien. Encore ici, c'est une manœuvre très puissante, donc il ne faut pas forcer trop. Il faut y aller avec notre corps. Donc pas y aller avec les bras, les muscles, mais avec notre corps comme ça. Donc ça, c'est les fibres obliques dans ce sens-là. Si je veux faire les fibres obliques dans ce sens-là, je viens à l'inverse. Je vais mettre une main sur le sacrum iliaque, une main sur les côtes plus latérales, et je vais faire une torsion avec mon corps. Donc, j'avance mon épaule droite, recule mon épaule gauche. Donc, je suis dans la structure, non pas dans les tissus mous. Inspire bien. On peut faire un petit relâchement aussi à l'expire. Bon, donc si je veux étirer plus au niveau tractus médian profond ici, même chose qu'en haut, je vais faire une pression très profonde et très profonde ici, et je rentre en étirement longitudinal une fois la profondeur atteinte. Si c'est des muscles très profonds, il faut rentrer suffisamment creux pour accéder aux muscles multifides. J'inspire. En même temps que la personne, ça me donne un rythme. C'est bon. Une dernière fois. Donc, très bon pour les contractures dans les rangements intervertébraux. Donc, ça complète les étirements spécifiques. Nous passons aux techniques articulaires. La première étant les mobilisations libres. On va voir une série de manœuvres qui se font en couché sur le dos. Donc, on va travailler surtout la zone lombaire. Très difficile à travailler couché sur le ventre parce qu'on n'a plus de mobilité possible. Par contre, la position couchée sur le dos permet, via les membres inférieurs et les hanches, un paquet de mobilisation au niveau des vertèbres lombaires. Pour ce faire, la personne doit avoir les jambes dégagées. Donc, on va prendre tranquillement au niveau des talons.
On se soulève pour amener notre autre main au niveau des genoux. Étant donné que ça peut être très pesant des jambes, on va faire en 2 temps. Premier temps, on fait glisser comme ça ici. On n'a pas à forcer trop. Après ça, on vient mettre notre jambe ici sur la table. Si on est suffisamment souple, on va avoir une autre technique. Et puis après ça, on va lever un petit peu plus à côté comme ça ici. Bien à côté sur notre genou. Donc, ceci permet, avec toutes les manœuvres possibles, d'aller solliciter les lombaires. Donc, quand je bouge comme ça ici, exemple, ça fait des rotations au niveau des vertèbres lombaires. Si on tourne plus loin, ça commence à monter jusqu'aux vertèbres dorsales. Même chose si j'incline de l'autre côté, on laisse tomber les genoux. Donc, souvent, les gens vont avoir des petites réticences à se laisser aller. Donc, avec le temps, ils vont se laisser aller. Donc, quand je m'en vais par là-bas, je fais des rotations au niveau lombaire. Donc, si je m'en viens comme ça ici, au niveau inclinaison droite des genoux, en termes de nomenclature, c'est des inclinaisons des rotations gauche, au niveau des lombaires et des dorsales. C'est beau? Donc, ça va être nos différentes manœuvres. Inclinaison, rotation et flexion. Donc, une façon de voir le travail, au niveau des genoux, j'ai un point fixe. Donc, à ce moment-ci, ça pointe vers le sacrum. Plus je vais faire de la flexion, plus je vais monter au niveau. Là, je suis rendu à L5, L4, L3, L2, L1. Là, je commence à être dans les dorsales. Donc, plus je fléchis les genoux, plus j'amène le travail vers les vertèbres supérieures, via la tension dans les ligaments. Donc, si je suis d'aplomb 90 degrés comme ça, je travaille au niveau L5, sacrum. C'est bon? À ce moment-ci, si dans cette position-là, je fais des petits mouvements, ça fait de l'inclinaison au niveau des vertèbres. Donc, mon pivot est au niveau des genoux. Et puis, je vais bouger les pieds. Donc, ça fait des inclinaisons au niveau des vertèbres lombaires inférieures. Si je fais un mouvement de laisser tomber les genoux droite et gauche, au niveau des vertèbres, ça fait des rotations. Si je m'en viens ici, je suis à peu près à L3, donc rotation plus au niveau de L3. Donc, ceci me permet de faire les 5 mouvements possibles dans cette position-là, aux différents niveaux de vertèbres sollicités. Donc, je pourrais vraiment faire des mobilisations libres un peu partout. Mobilisation libre, donc on s'entend que je ne vais pas aller chercher des tensions. Je vais bouger de façon à réchauffer, préparer les vertèbres, les ligaments, les muscles pour d'autres manœuvres dans la même position qui seront un petit peu plus sollicitantes. Ça permet en même temps d'apprivoiser la personne. Quand on a des douleurs depuis longtemps, on est moins porté à se laisser aller. Donc, c'est en même temps travailler sur l'abandon musculaire de la personne. Donc, ici, inclinaison avec la rotation. Inclinaison avec la rotation. Donc, si je décortique les mouvements, ça fait de l'inclinaison. Donc, c'est de l'inclinaison gauche au niveau de la relation avec des rotations droite et gauche. Donc, je peux combiner 2 mouvements. Inclinaison droite avec rotation droite et gauche. Si j'amène un petit peu plus haut en flexion, donc je suis rendu à L3, ça c'est inclinaison de L3. Donc, inclinaison de L3 plus rotation gauche de L3, rotation droite. Donc, tout ça fait des mouvements combinés au niveau des vertèbres lombaires. Donc, après un certain temps, la personne a vraiment de la détente au niveau ligaments et muscles lombaires. Donc, on peut faire cette manœuvre-là de mobilisation libre pendant un certain bout de temps. Comme prise alternative pour faire les mouvements de mobilisation libre, comme les autres mouvements d'isométrie et de rigidité, voici une autre façon. On place la personne en diagonale sur la table, ce qui va permettre de dégager l'accès aux membres inférieurs. Donc, on va pouvoir travailler, nous, dans tous les mouvements, en étant vraiment solide. Soit qu'on prenne comme ça ici, et qu'on soit très conscient de nos pivots, ou que l'on garde la même prise qu'on avait tout à l'heure. De toute façon, le poids est tenu par ses jambes et ses cuisses qui sont au niveau de la gravité, soutenues par ses propres
structure. Donc ici, on a le loisir de faire tous les mouvements, autant en aisance, en rigidité, en isométrie. Donc ça, c'est une prise alternative. On va passer à une autre prise pour travailler autant lombaire que dorsale. Donc la personne est assise en bout de table sur ses ischions, donc vraiment centrée. Elle va croiser ses mains comme ça sur chaque épaule. Elle lève les coudes et avec une petite serviette pour éviter le contact trop direct, laisse tomber tes coudes. La personne laisse tomber son corps dans la gravité. Nous la maintenons verticale. Et avec notre main libre, nous allons pouvoir faire des mouvements de rotation. Okay? Donc, soit rotation de grands segments, soit inclinaison de grands segments d'un bord ou de l'autre. C'est préférable de faire l'inclinaison de notre côté et les rotations, évidemment, de notre côté aussi. Donc, si jamais je veux travailler les rotations de l'autre côté, j'irai de l'autre bord. C'est beau? Donc, pour les besoins de la caméra, je travaille juste un côté. Et évidemment, on peut faire flexion-extension. Donc, la personne, ici, a le loisir d'être mobilisée autant au niveau dorsal que lombaire, dans tous les plans possibles. Donc, ça va nous permettre de choisir un segment, disons L1, D12, la charnière dorso-lombaire, qui est souvent impliquée dans des traumatismes, des microtraumatismes. Donc, on peut choisir cette zone-là, puis la travailler en mobilisation libre. Donc, inclinaison droite et gauche, rotation droite et gauche, extension, flexion. Donc, tout ça fait un travail de mobilisation libre de cette zone-là. Donc, on arrive tranquillement à donner de la souplesse, laisse bien tomber. Il faut que la personne se laisse bien tomber en avant. Nous la gardons dans la gravité pour ne pas forcer trop. Et puis, tranquillement, nous assouplissons la zone ici. Si on fait la même chose, mais au niveau plus dorsal, genre D10, D9, on va arriver avec les mêmes genres de mouvements. On a les côtes, par contre, qui sont un petit peu plus restreignantes au niveau mobilité. Donc, c'est un travail de mobilisation libre qui permet de travailler des 2 jusqu'à L5. Je vais vous montrer les manœuvres d'aisance et de rigidité en mobilisation au niveau lombaire. Donc, la même prise que l'on avait tout à l'heure. La différence, c'est que maintenant, on va plus porter attention aux résistances. Quand je fais des mouvements, les pieds vers la gauche et la droite, quand je m'en viens vers la droite, ça va loin, c'est facile. Quand je m'en viens vers la gauche, ça résiste. À ce moment-ci, on a une rigidité en inclinaison d'un bord et une aisance de l'autre côté. Donc, à ce moment-ci, je pourrais toujours faire des mobilisations en allant dans l'aisance. Si on commence par la partie facile, j'amène les pieds du côté droit, ce qui fait de l'inclinaison droite au niveau des lombaires. Et à ce moment-ci, je vais aller faire, laisse bien tomber, des mouvements d'aisance dans les autres paramètres. Donc, rotation droite, rotation gauche. Je maintiens toujours les pieds vers moi, ce qui est aisé. Et je vais faire des petits mouvements de flexion un peu partout. Donc ça va travailler des muscles, des ligaments qui sont en raccourcissement et qui vont relâcher leur tension. Une fois que j'ai fait un petit peu d'aisance, je peux aller tester l'autre côté. Ça va un petit peu plus loin, mais pas suffisamment. Donc là, je vais aller insister sur la rigidité en inclinaison gauche. Donc je maintiens ça du côté où ça ne veut pas aller, les pieds à gauche. C'est un petit peu plus résistant pour la personne, donc peut-être un peu de tension. Si c'est trop sensible, la personne nous le dit. Puis là, je vais laisser aller les autres paramètres de flexion, extension, de rotation gauche et droite, de façon à travailler la rigidité, que je maintiens toujours ici. Donc ça va permettre de travailler indirectement des muscles et des articulations. Donc, j'ai testé d'un côté. Maintenant, on va beaucoup plus loin en inclinaison gauche comparé au début. Donc, on peut aussi aller tester un peu plus haut. Donc, j'amène le travail au niveau de L1 en fléchissant beaucoup les genoux. Et je vais tester les rotations. Donc, si je fais des mouvements comme ça, je vais très loin ici en rotation gauche.
et la rotation droite est beaucoup plus difficile. Donc, je vais garder les genoux à gauche, ce qui fait une rotation droite des vertèbres. Et je vais jouer sur les autres paramètres. Flexion, extension, toujours en maintenant les genoux vers la gauche, flexion, extension, et en même temps, inclinaison. Donc, l'inclinaison gauche est difficile aussi. Donc, je peux prendre 2 paramètres rigides, puis bouger doucement là-dedans. Donc, ça va permettre de travailler le blocage directement. Donc, je peux aller fouiller un petit peu plus haut au niveau dorsal, un petit peu plus bas au niveau sacrum, toujours en maintenant, puis je sens tranquillement que la barrière motrice, tranquillement, se travaille. C'est beau. Donc, si je reviens à mon début, donc les genoux vont très loin maintenant, aussi loin que l'autre côté. Donc, on a travaillé directement en rigidité ou indirectement en aisance les blocages. Pour la technique d'aisance et rigidité, nous reprenons la même posture en position assise. La personne laisse tomber ses coudes sur nous et tout en étant relax, nous la maintenons dans la gravité, ce qui évite d'avoir trop de poids sur notre main, ici. Donc, on va aller faire les mouvements. Donc, on aura testé au préalable des zones rigides. Comme quand je tourne ici, genre des 11, des 12, la rotation droite est difficile. Donc, j'amène la personne dans la rigidité et je vais travailler les autres paramètres. Inclinaison droite, inclinaison gauche, flexion, extension. Quand j'ai un paramètre qui est plus facile, tout en la maintenant en rotation droite, ce qui est le paramètre rigide, je vais pouvoir travailler les autres paramètres en aisance. Donc, ce sera relativement, va débloquer en partie ou en totalité le blocage au niveau ici. Donc, ça, c'est pour la rotation. Si je fais des tests d'inclinaison, droite dans ce cas-ci, si je veux faire gauche, je vais changer de barre. Ça l'incline un petit peu difficilement, segment L2, L3. Donc, je l'incline et à ce moment-là, je vais jouer sur les autres paramètres d'aisance. Donc, je la garde en inclinaison et je travaille au niveau flexion-extension. Donc, la flexion est plus facile, l'inclinaison droite est plus facile. Donc, je garde tout ça dans les paramètres de rigidité et d'aisance. Un rigide, 2 aisance. C'est bon. En ce qui concerne des manœuvres plus spécifiques au niveau des vertèbres, nous allons voir une série de petites manœuvres qui s'appliquent entre 2 vertèbres ou entre un groupe de vertèbres tout près. Donc, il va y avoir ici une prise qui va être très près des articulés. Donc, on part des transverses, puis on va amener la pression avec nos 2 mains qui ferment de façon à faire soit la compaction, donc on va rapprocher les facettes articulaires et la musculature environnante. Et puis à ce moment-ci, on va pouvoir faire des petits mouvements, donc genre de mobilisation avec compaction. Donc les mouvements, on va reproduire évidemment les manœuvres, les mouvements des vertèbres. Donc on peut faire des mouvements de inclinaison en ouvrant et en fermant les doigts à droite et à gauche. On peut faire des mouvements de rotation en tournant nos bras d'un bord et de l'autre. Et on peut faire des mouvements en faisant plus ou moins de extension et flexion. Donc, on se retrouve à avoir 6 mouvements possibles. Donc, on va aller jouer dans les mouvements aisés. Donc, on garde toujours la compaction. Donc, j'ai toujours ma présence-pression. Et là-dedans, avec ma ceinture scapulaire, je vais travailler les différents mouvements. Donc, je peux alterner avec un petit peu de pompage liquidien, comme ça ici. Donc, je vais au préalable avoir ciblé une zone qui est un petit peu rigide. Donc, j'aurais fait des tests ou de la palpation. Puis, cette zone rigide-là, je vais la travailler alternativement en aisance et en rigidité avec un pompage liquidien qui travaille au niveau de la synovie des facettes articulaires. Donc, ça ici, c'est bon pour jusqu'à une certaine largeur de vertèbre. On va prendre jusqu'à 4 vertèbres de large et compacter tout le monde. Et à ce moment-là, on travaille plus un segment, 3-4 articulés, que 2 vertèbres ensemble. Donc, sous mes doigts, je sens que du côté
droit, c'est un peu plus rigide, donc je peux amener ma présence du côté de mes pouces à droite. Et encore là, travailler avec du pompage articulaire liquidien, tout en faisant des mouvements pour amener les ligaments, les muscles à se détendre. Donc ça, c'est une manœuvre qui demande toujours une pression. On n'est pas à relâcher et à faire différents mouvements. Donc, ça se fait un petit peu partout de D1 à L5. Donc, une autre manœuvre qui va dans la suite du travail d'évaluation. Donc, on a fait, dans notre travail d'évaluation, du rebond. Donc, le rebond sert évidemment à évaluer les zones rigides. Comme ici, L4, L5, c'est un petit peu rigide. Puis ici, D3, D6, c'est un petit peu rigide. Donc, au lieu de faire juste l'évaluation en rebond une ou deux fois, on fait du rebond répété. Donc, on va pousser. Quand on pousse, notre contact se fait au niveau des muscles latérales superficiels et des transverses. Donc, on n'est pas du tout sur les épineuses. Donc, on a une petite flexion des doigts pour éviter la pression directe. Donc, la deuxième main par-dessus vient supporter les pointes de contact et on fait notre rebond insisté. Donc, à force de faire le rebond, ça travaille les ligaments, les muscles qui sont un petit peu rigides. Quand on fait le rebond, on peut sentir, comme ici, j'ai deux points de contact de chaque côté. Le point de contact du côté droit est un petit peu plus rigide. Donc, je vais amener mon poids un petit peu plus pour travailler les articulations côté droit au niveau L6, pardon, D6. Donc ça, c'est un travail. On peut aussi faire du ressaut. Donc, on demande à la personne d'inspirer fort par la bouche et on relâche. On fait du ressaut à l'inspire. Ça va aussi stimuler le relâchement. Inspire bien. Par la bouche, on a plus de volume qui rentre. Inspire bien. C'est ça. Autre chose qu'on peut faire, qui est dans la même idée que le rebond, c'est du ressaut. Donc, le ressaut, la différence du rebond, c'est une vibration plus rapide. L'amplitude est moins grande, mais le rythme est plus rapide. Donc, si je fais du rebond ici, ça va être comme ça. Si je fais du ressaut, ça va être un petit peu plus profond dans la limite articulaire et plus rapide, antéro-postérieur. Donc, on peut mélanger rebond, ressaut, inspire, et vibration. Donc, on peut mélanger ces trois manœuvres-là, dépendamment de quelle zone on veut travailler. Si j'avais tout à l'heure trouvé une rigidité plus au niveau ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pression sur la zone plus segmentée. Donc, ça va être cette partie ici. Donc, on parle de L4, L5, et je vais faire un rebond léger, répété, pour travailler la zone. OK, donc je peux aussi demander une bonne inspire, inspire, et relâcher, faire du ressaut. Vibration, inspire. Donc, on peut mêler les trois manœuvres pour assouplir. Donc, on joue avec une ou l'autre, dépendamment de ce qu'on sent comme réaction. Parfois, c'est une, parfois, c'est l'autre qui amène un relâchement. On peut changer l'angle aussi pour aller cibler des zones plus rigides. Donc, on travaille beaucoup dans la rigidité ici. Inspire bien. Expire bien. Inspire bien. Expire bien. Donc, au fur et à mesure, on peut sentir l'assouplissement de la vertèbre. Même histoire qu'on peut faire au niveau des articulations costo-vertébrales. Donc, si on fait notre palpation ou notre pression rebond bilatérale, cette zone ici est plus rigide que cette zone-là, au niveau des articulations entre la côte et la vertèbre. Donc, on peut faire, au lieu d'être sur les vertèbres pures, on est sur la côte et on fait le même genre de travail pour dissocier les articulations entre la côte et la vertèbre. Donc, ici, on va chercher un petit peu l'endroit le plus rigide. Donc, je vais fouiller un petit peu dans cette zone-là pour trouver le niveau le plus raide. Et puis, je fais mon rebond. Inspire bien. Mon ressaut. Mes vibrations. Inspire bien.
ressaut, rebond. Vu que ça s'est assoupli, je vais chercher l'endroit le plus rigide. Et je progresse comme ça. Inspire, ressaut, vibration, inspire, rebond. Donc, on peut faire aussi un travail en étirement facial et en travail articulaire mêlé. Donc, on fait un étirement du grand tractus latéral superficiel et on va pousser en même temps au niveau vertèbre ou côte. Donc, on peut mêler les deux techniques articulaires-musculaires. Et une dernière technique. Donc, on a revu au niveau des rangements intervertébraux qu'il y a souvent des vertèbres qui soit sont rigides ou avec un peu d'inflammation. Comme ici, c'est un petit peu sensible. Donc, ici, il y a de l'inflammation sur l'épineuse. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est d'amener nos 2 pouces légèrement de l'épineuse est ici. De part et d'autre de l'épineuse, on prend du tissu mou et on pousse du côté rigide. Donc, ça, c'est plus difficile. Et on demande à la personne de pousser contre nous. Donc, la personne va translater un petit peu son dos vers nous. Donc, on part d'un point neutre, on trouve l'endroit, on pousse du côté opposé et on demande à la personne qu'elle pousse contre nous. Donc, c'est léger, ce n'est pas un gros mouvement. C'est un mono-articulaire comme mouvement. On relâche bien. Au relâchement, la vertèbre va aller plus loin. On accompagne, on rebloque où c'est rigide et la personne repousse contre nous. Donc, on voit bien le petit mouvement. On relâche tout et on va plus loin. Donc, il ne faut pas que la personne force trop fort, sinon c'est les grands muscles qui sont recrutés. On veut que ce soit les petits muscles mono-articulaires. La dernière fois, tu pousses contre moi. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir nos pouces relâchés suffisamment. Relâche bien. Donc, pas être agressif comme ça. Aller chercher du tissu mou pour éviter l'inflammation douloureuse qui est souvent sollicitée dans la pression. Et on pourra faire notre travail de contraction du côté opposé. En ce qui a trait aux manœuvres d'isométrie, nous allons revoir les mêmes mouvements en impliquant les contractions musculaires. Donc, on reprend la personne au niveau des talons. On lève légèrement pour glisser le bras sous les genoux. Avec un transfert de poids, on glisse les talons. On garde ça sur la table, donc on ne force pas. On en profite pour mettre notre pied sur la table et un autre transfert pour amener les talons sur notre genou. Donc ici, on a une bonne prise pour tenir les talons et les genoux ensemble de façon à contrôler et non pas avoir n'importe quoi. Donc, une bonne prise assure un bon travail. Ici, nous allons faire l'isométrie. Donc, on retourne dans les blocages qu'on a travaillé quand même tout à l'heure. Donc, si on fait l'isométrie, exemple, j'amène l'attention à L3, je m'en vais en inclinaison gauche, c'est un peu résistant, je bloque tout ça et je demande à la personne d'amener ses pieds vers moi. Donc, je peux dire vers la droite et je fais le mouvement. Comme ça, la personne sait très bien quoi faire. Donc, tu pousses un peu tes pieds vers moi, c'est ça. Ce qui entraîne la contraction des muscles qui résistent du côté opposé. On relâche tout, 5 secondes d'effort, on relâche bien et on va aller un peu plus loin. Une autre fois, on pousse encore vers soi. Donc, aussi, je fais un petit mouvement au pied. La personne sait que c'est vers moi. On relâche tout. On attend 5 secondes que ça détende. Et on va majorer le mouvement de façon à gagner l'amplitude. Dernière fois vers moi, 3 fois la contraction. Et on relâche bien. On garde un petit peu de détente et on va aller un peu plus loin. Ça, c'est pour l'inclinaison gauche. Ça va être la même chose pour l'inclinaison droite. Si je veux faire les rotations, laisse tomber, c'est ça. Donc, on avait déjà travaillé ici. Donc, si je fais le mouvement pour améliorer la rotation, dans ce cas-ci, c'est la rotation droite au niveau du tronc. Donc, je laisse tomber le plus possible comme ça. Là, je viens bloquer avec mon coude droit. Je demande à la personne qu'elle pousse ses genoux contre moi, donc vers la droite. C'est ça ici, juste les genoux. C'est ça, les deux collés ensemble. Voilà, ça, c'est une bonne isométrie. On laisse tomber le tout. On relâche, on l'attend 5 secondes et on va aller un peu plus loin. Même histoire, je retiens très bien ici. Et tu pousses contre moi les genoux, ce qui fait forcer les muscles qui retiennent la rotation. 5 secondes, on laisse tomber et on relâche. Voilà, une dernière fois. Force contre moi. On relâche tout.
Donc, une autre manœuvre d'isométrie qui va être très bonne pour les gens qui arrivent avec des douleurs aiguës au niveau lombaire, c'est une isométrie en flexion. Donc, on aura au préalable réchauffé avec les mobilisations libres, fait un petit peu d'aisance et de rigidité. Puis tranquillement, si la personne a très mal au bas de dos, on amène doucement les genoux en flexion jusqu'à l'endroit, disons ici, où c'est douloureux. On retient bien ici et on demande à la personne de pousser contre moi vers le bas avec ses pieds, ses talons. Donc, pousse contre moi, je fais un petit mouvement. Donc, si la personne a mal en poussant comme ça, on demande qu'elle pousse moins fort. 5 secondes, donc ça va relâcher les muscles qui coincent un nerf ou un muscle ou un ligament. On relâche bien. On relâche un petit peu les genoux pour être sûr. Et on va majorer le mouvement en flexion vers la personne. Donc, une fois qu'on a fait une première poussée, que la personne a poussé contre nous, on attend 5 secondes. On va aller un peu plus loin dans le mouvement de flexion. Et on redemande une poussée. On peut faire un petit mouvement de présence au talon. La personne sait où pousser. Donc, il ne faut pas qu'elle pousse très fort. Il faut qu'elle garde le bassin sur la table. 5 secondes, on relâche tout. On relâche un peu les genoux comme ça en les bougeant pour être sûr que tout est relâché. Et on va aller un peu plus loin. Donc, quelqu'un qui a très mal au dos, en aigu, ça peut être une très bonne. On relâche bien, 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 bien. C'est ça. Très bonne manœuvre à faire. Et une dernière fois, on pousse. Toujours vers le bas, pas vers le haut. On relâche bien une dernière fois. Donc, on peut faire ça 5-6 fois, progresser tranquillement. Des fois, c'est juste 1 cm à la fois, mais on progresse tranquillement pour amener la personne qui souvent a de la misère à se pencher en flexion. Donc, le fait d'amener les membres inférieurs vers la poitrine, ça l'amène relativement à une flexion du tronc. Donc, très bon pour les cas de problèmes de lombalgie aiguë. Pour continuer les manœuvres d'isométrie, en position assise, nous allons donc reprendre la même prise. La personne lève ses coudes, on vient saisir ici au niveau des côtes avec la main supérieure et la main inférieure aura déjà palpé des zones rigides. Donc, disons que l'on travaille la zone de rotation ici au niveau des 12. On amène la personne dans la limite et on demande qu'elle tourne contre nous, à savoir du côté gauche, tourner à gauche. C'est ça, une contraction moyenne, pas trop forte. C'est beau. Donc, ça fait contracter les muscles ici qui retiennent le mouvement articulaire. On relâche tout. On demande à la personne qu'elle laisse aller et on va majorer le mouvement. Donc, on va un petit peu plus loin. On bloque quand on sent la résistance et on redemande une contraction en tournant à gauche ici. On peut faire une petite pression sur l'épaule pour bien identifier le point. On relâche tout. Laisse tomber. 5 secondes de repos. Et on va encore un peu plus loin. Une troisième fois, on va tourner. Donc, c'est important d'être bien près de la personne pour ne pas être à bout de bras, puis travailler dans son axe de mouvement, non pas dans notre axe à nous. On relaisse tout, tomber, tomber encore, voilà. Et on peut aller encore un peu plus loin dans le mouvement. Ça, c'était pour la rotation. Si je veux faire l'inclinaison, donc j'aurais peut-être testé avant. Donc, l'inclinaison gauche ici est un peu difficile, donc j'amène la personne dans la rigidité. À ce moment-ci, je vais lui demander qu'elle baisse son épaule droite contre moi. Donc, elle fait de l'inclinaison droite, elle force en inclinaison droite. 5 secondes, on relâche tout, on laisse tomber et je vais un peu plus loin dans l'inclinaison. Donc, si je vais translater les vertèbres, il faut garder vraiment le centre de gravité, il ne faut pas déporter la personne en dehors de ses ischions. On laisse tomber encore, on incline un peu et tu forces en baissant l'épaule. Donc, elle fait de l'inclinaison droite, ce qui va aider l'inclinaison gauche. On relâche tout. Laisse tomber. Et une dernière fois, tu forces l'épaule en bas. Et on relâche tout. On peut terminer avec un petit peu de mobilisation libre, juste pour intégrer le tout. Les techniques faciales se résument en 3. Donc, il y a le suivi myofacial que l'on va faire maintenant. Donc, le suivi myofacial, c'est tout simplement, vu qu'on a déjà fait des tests d'évaluation faciale, comme on voit ici sur son côté droit que c'est un petit peu plus tendu, on peut toujours refaire des tests, mais c'est adhérent. Donc, il y a quelque chose vers le bas qui retient. Donc, on peut mettre une main par-dessus l'autre pour arriver
à faire une présence profonde. Et maintenant, on va suivre les différentes tensions. Donc, j'amplifie un petit peu le mouvement pour qu'à la caméra, on puisse voir quelque chose. Donc, en profondeur, là, je suis dans la zone carrée des lombes, tractus médian profond et latéral superficiel. Donc, il y a plein d'attaches faciales qui tirent en haut, en bas, droite-gauche et horaire, anti-horaire. Donc, toutes ces tensions-là, je les suis de façon à défaire les adhérences, défaire les rétractions faciales. Donc, vu qu'il y a plusieurs couches, il y a au moins 5 couches de muscles plus les fascias profonds, on peut aller couche par couche sentir un relâchement, puis on accède aux couches plus profondes qui ont d'autres tensions. Donc ça peut durer un certain temps. Donc pour le suivi myofacial, on peut le faire à une main, du même côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est faire les deux mains en même temps. Donc à ce moment-là, on peut même rapprocher nos mains pour soulager le fascia entre les structures des reins et des carrés des lombes et suivre l'ensemble du bas du dos. Ça serait pour tractus latéral, superficiel et carré des lombes. Si on va être plus spécifique ici, on peut encore là faire nos tests. Donc, c'est encore là le côté droit. Donc, à ce moment-ci, on peut prendre le tranchant de la main pour avoir une autre main qui appuie et rentrer en profondeur. Donc, on a 4-5 couches de muscles en profondeur. On va prendre la couche de muscle qui nous retient. Donc, quand on presse doucement, on sent une résistance que l'on va accompagner. Donc, on fait aller que dans l'aisance dans ce cas-ci. Donc, tous les petits micro-mouvements, on va les suivre. On va les suivre plus avec l'ensemble de notre corps qu'avec juste les mains et les poignets. Donc, c'est toute ma ceinture scapulaire qui bouge. Donc, ce n'est pas des manœuvres très spectaculaires, mais le ressenti est quand même très profond. Donc, ça serait pour les manœuvres plus inférieures. On peut se placer comme ça. On peut, pour les zones plus supérieures, changer d'angle. Donc, on peut arriver ici avec, encore là, un test, si on ne l'a pas déjà fait. Donc, quand je pousse ici, à gauche, ça va bien. Quand je pousse à droite, il y a quelque chose qui retient mon mouvement. Donc, je peux aussi aller dans la zone ici. Puis à ce moment-là, aller plus vers la zone de restriction pour rester en suivi myofacial, en aisance. Donc, encore là, j'ai une présence plus qu'une pression. Ça, j'ai une pression, mais ce n'est pas une pression envahissante. Il faut graduellement aller couche par couche jusqu'aux structures qui résistent le plus. Même chose que ce qu'on a fait pour la partie inférieure. On peut mettre nos deux mains, faire une pression, une main vers l'autre et suivre une main en regard de l'autre et l'ensemble des deux mains. Donc, il peut y avoir, comme jouer du piano, 2-3 mouvements que l'on fait simultanément. Donc à ce moment-ci, le côté droit bien relâché, il reste un petit peu plus de tension dans cette zone-là. Donc je peux aller justement plus profondément avec le tranchant de la main dans cette zone-là. Et puis à ce moment-ci, suivre les différentes tractions. Donc il faut être très à l'écoute, plus en présence qu'en force. Et tranquillement, les tissus se relâchent. Donc, la souplesse va être plus grande. Les rétractions de fascia vont diminuer. Ça ne va pas défaire les adhérences, mais ça va défaire les raccourcissements de fascia. Donc, ça, c'est pour la partie plus tractus médian profond supérieur. Je vais vous démontrer les manœuvres d'étirement facial. On reprend sensiblement les mêmes prises que l'autre manœuvre de suivi. La différence, c'est qu'au lieu d'aller dans l'aisance où les tissus nous entraînent, on va au contraire là où ils ne veulent pas aller. Donc, on va mettre en tension les zones de rétraction. Donc, on peut toujours faire notre test. Okay, donc, ça reste quand même à droite un petit peu plus. Quand j'essaie de monter ma main, il y a quelque chose qui tire par ici. Donc, je mets mes deux mains. Au lieu d'aller suivre vers la tension, au contraire, je vais aller contre la tension. Donc, en profondeur, mes paumes de main travaillent l'une avec l'autre. Donc, là, je vais tracter vers le haut, vers l'épaule droite, pour mettre en tension quelque chose qui retient au niveau sacrum, lombaire basse. Puis, en même temps, je peux aller tester en latéral. Donc, quand je m'en vais
à gauche, ça va bien. Quand je m'en vais à droite, ça tire. Donc, j'accumule la tension. Puis, je peux tester horaire et anti-horaire. Quand je tourne anti-horaire, ça va bien. Quand je tourne horaire, ça va moins bien. Donc, j'accumule 3 paramètres de tension, de résistance. Et puis, je maintiens. Donc, tranquillement, prendre des bonnes inspirations. Tranquillement, les tissus relâchent sous mes doigts. Donc là, je mets vraiment en tension ce qui résiste, à l'inverse de tout à l'heure. Donc, ça reste une manœuvre profonde qui va aller chercher des fascias qui peuvent descendre jusqu'au genou opposé, qui travaille sûrement le sacrum et la fesse opposée, étant donné les chaînes musculaires croisées. Donc, quand ça change de tension, quand ça relâche, je m'ajuste à chaque fois. C'est bon. Donc, on pourrait faire le même genre de manœuvre, à savoir prendre les deux mains pour aller faire une traction bilatérale, mettre un peu d'étirement entre mes mains pour aller encore là travailler plus les fascias entre les deux mains, sur de la colonne. Puis, on garde toujours notre tension maximum. Donc, on va tester toujours. Quand je fais horaire, ça va bien. Quand je fais anti-horaire, ça va moins bien. Quand je tasse à gauche, ça va moins bien. Donc, je tasse à gauche. Puis, je maintiens tout ça. Donc, ça demande une certaine force, mais surtout de la présence pour bien sentir les tissus et les laisser travailler à leur rythme. Donc, c'est pas rapide comme manœuvre. C'est une question de laisser les tissus se détendre. Si on fait la même chose au niveau supérieur, la prise va être sensiblement la même, comme ça ici, et on va faire encore là nos tests. Donc, on reproduit sensiblement ce qu'il y a ici. Si on veut aller au niveau plus profond, donc on va encore là prendre le tranchant de la main, on va aller en profondeur. Là, je peux faire mon test en haut, en bas. Quand je vais vers le haut, ça va bien. Quand je vais vers le bas, c'est moins bon. Donc, je vais aller dans la résistance, dans la rigidité. Puis là, je peux faire des petits mouvements de traction vers la gauche et vers la droite. Quand je vais vers la gauche, c'est plus résistant. Puis, même chose. C'est pas très grand comme mouvement, mais ça rajoute de la tension, ce qui est bon dans cette manœuvre ici. Donc, je maintiens. Pas trop fort pour pas que les tissus soient bloqués, mais juste suffisamment pour permettre le mouvement. Après un certain temps, quand on sent un dégagement suffisant, on relâche. On n'obtiendra jamais 100% de dégagement d'un coup, mais en faisant différentes manœuvres, différents endroits, on va obtenir un bon résultat. Pour faire les manœuvres d'étirement facial au niveau de la gouttière, donc les muscles vraiment profonds du tractus médian, nous allons faire une forme de glissement cuillère des pouces. Donc, on va partir le pouce, on fait toujours le côté opposé, donc je me positionne de l'autre côté que je veux travailler. Donc, on a ici des tensions très profondes dans les muscles, donc je vais aller chercher les fascias au niveau profond, et avec mon poignet qui descend, donc tout le jeu est dans le poignet. Donc, le poignet est cassé et le poignet se déplie. Tout ça influence le mouvement du pouce et de l'épaule. Donc, je vais faire un mouvement profond. Donc, je regarde les épineuses avec mon pouce, je regarde la gouttière et maintenant les transverses et j'étire. Quand je viens pour perdre la tension, je reprends avec la main opposée la même manœuvre pour aller vraiment étirer les fascias des zones où il y aura un dérangement intervertébral mineur ou des contractures profondes des muscles. Donc, je vais faire ça plusieurs fois, lentement. Donc, c'est un étirement près du conjonctif profond. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, tant que je n'ai pas un soulagement suffisant, en étant des fibres myofaciales, je garde le même segment. Quand j'ai senti que ça détend, je peux monter un peu plus haut, vu qu'ici, il y a une bande, un cordon myalgique assez long. Donc, c'est toujours mes poignets qui guident le mouvement. Donc, on peut faire ça, évidemment, n'importe quel segment de D1 à L5. Donc, ça, c'est une manœuvre assez profonde d'étirement facial des muscles rotateurs et multifides. Maintenant, une autre manœuvre qui va être très importante, soit pour défaire les adhérences ou, comme on a déjà vu en évaluation, c'est le palpé roulé. Donc, le palpé roulé, son avantage, c'est que c'est une technique et un diagnostic en même temps. Donc, quand je fais le palpé roulé et que ça va bien, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Ici, dans notre zone de cordon myalgique, c'est un peu plus difficile et malheureusement, c'est plus douloureux. Donc, le palpé roulé, où ça fait mal, c'est là qu'il y en a besoin. Donc, le palpé roulé, je peux le faire 2-3 fois, pas trop fort, dans la zone sensible.
Hein? Puis à chaque fois, ça diminue un petit peu la douleur parce que les adhérences, ça c'est une bonne technique pour défaire les adhérences superficielles, puis défaire aussi les influx nerveux de la vertèbre coincée. Donc le palpé roulé peut se faire en montant ou en descendant. Donc les différentes directions vont amener les doigts à travailler différemment. Mais on vise toujours à prendre un petit bourrelet de peau qui elle-même adhère au fascia profond et le travailler comme ça ici. Donc, une autre façon de faire du pincé roulé, statique, si on peut dire, c'est dans les zones douloureuses, on prend, comme ici par exemple, c'est très adhérent, on prend le bourrelet, puis au lieu de le rouler, on fait une espèce d'étirement facial. Donc, par là, ça va bien, par là, c'est résistant. Par là, ça va pas bien, puis par là, c'est facile. Donc, je vais encore là accumuler tous les paramètres d'étirement facial et je maintiens. Donc, si je mets une ligne de force, il y a quelque chose ici qui retient relativement profond. Donc, je maintiens tout simplement en superficiel, toi en supérieur et en traction. Donc, c'est une autre façon de faire du pincé roulé, un peu moins douloureux, parce que je n'ai pas à chaque fois repris la zone douloureuse. Donc, je maintiens, puis à la longue, les tensions relâchent tranquillement. Donc, je peux aller jouer un petit peu. Donc, ça, c'est une façon un petit peu moins douloureuse de faire du palpé roulé. Donc, peu importe. C'est sûr qu'au niveau lombaire, c'est toujours de façon anatomique un petit peu plus raide chez l'ensemble des gens. Mais dans cette raideur-là, là où il y a résistance, comme ici, au niveau de L4, L5, ça, à ce moment-là, ça a besoin d'être travaillé. Donc, je vais prendre le petit bourrelet de peau, tracter dans le sens où ça ne veut pas aller, et maintenir. Donc, j'ai toujours une traction vers le plafond et je joue sur les autres paramètres jusqu'à ce que je sente un relâchement. Donc, c'est une façon de travailler quand même les fascias profonds sans faire du pinceau roulé douloureux. Donc, voilà qui termine les manœuvres de facial en étirement. Pour les techniques de conjonctif profond, nous allons voir 3 prises. Donc, les manœuvres se font toujours un peu dans le même esprit, à savoir aller en profondeur dans les tissus conjonctifs, les fascias profonds, et tracter tranquillement. Donc, selon les gabarits, selon les tensions, si vous avez une grosse personne très tendue, vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus invasif comme le coude. Quelqu'un de moyen, ça peut à la limite être la jointure. Et si c'est quelqu'un de soit fragile ou pas très musclé ou charnu, ça peut être soit les pouces ou la main, avec surtout la partie paume de main. Donc, si je fais la manœuvre ici, c'est toujours mon corps. Donc, je dois avoir une structure très forte, ergonomique, pour travailler avec mon déplacement. Donc, je vais me mettre comme ça ici et je vais remonter. Premièrement, je rentre en profondeur. Là, je fais le tractus profond, médian profond. Donc, je vais avoir vraiment une prise profonde. Donc, le conjonctif profond, étant donné que ça peut faire un peu mal, il faut demander à la personne, dans une échelle de douleur de 1 à 10, que ça ne dépasse pas un 5-6, quitte à refaire 4-5 fois la même zone. À chaque fois, encore là, il y a une détente, il y a un gain. Donc, sous mes pouces, je sens vraiment une résistance des tissus, forme de petite fibrose au niveau des muscles profonds. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est douloureux si je pèse trop fort. Donc, ça serait manœuvre pour les pouces. Si je vais faire manœuvre avec la main, ça va être cette partie-ci de la main où il y a un petit os, puis je vais venir comme ça. Encore là, c'est la structure de mon corps qui fait le travail. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça peut prendre plus large. Dépendamment, si c'est très sensible, je peux mettre plus large ou plus focusé. Donc, au senti, je vais ajuster à chaque fois. Donc, c'est vraiment la lenteur qui compte dans cette technique-là, la profondeur et la lenteur. On ne peut pas aller profond et vite, non, sinon ça ne fait pas la job ou ça fait mal. Donc ça serait manœuvre avec pouce, 1 ou 2 pouces, okay, ou le pisiforme ou la paume de main. Si je fais jointure, à ce moment-là, ça serait quelqu'un d'un peu plus charnu. Donc encore là, je vais avoir la possibilité de travailler avec les phalanges, donc c'est plus large, ou l'angulation pour amener les jointures sur la zone. Donc encore là, ce n'est pas pertinent dans ce cas-ci de prendre une force si grande. Donc je pourrais y aller
comme ça légèrement. Dans une personne à un gabarit plus fort, ça peut être très pertinent. Donc, ça serait une autre façon de faire la technique. À ce moment-ci, quand on sent que c'est plus souple, donc cette zone-là est plus rigide, ici ça commence à être souple, donc je me contenterai de le faire surtout ici. Donc, il va sans dire que ces manœuvres-là peuvent être faites aussi dans l'autre sens. Donc, je pourrais m'en venir avec mon corps et faire le même mouvement de haut vers le bas. Donc, un ou l'autre, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est une question de senti et d'ergonomie. Donc, l'autre manœuvre très profonde, c'est avec le coude. Donc, le coude est très fort. Donc, encore là, on va l'utiliser s'il y a nécessité. Donc, ce que je peux faire ici pour prévenir que le coude touche aux épineuses ou aux côtes, ce qui est vraiment douloureux, je peux mettre ma main ici, hein, donc mon doigt, mon index, est sur les épineuses et je peux remonter comme ça en utilisant mon corps. Donc, mon index me guide pour ne pas déraper puis toucher les épineuses. Donc, ici, j'ai en même temps quelque chose qui prévient le coude de glisser. Mon index me donne la sensation d'être sur le bord des épineuses. Tout ça ensemble fait que ma manœuvre est sécuritaire. Donc, évidemment, je peux travailler du même côté. Ou je peux même travailler avec le coude de l'autre bord et descendre comme ça ici. Donc, je ne le fais pas très fort parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, ici, on a beaucoup de choix. On peut aller par en haut, du même côté, de l'autre côté. Tout ça, c'est une question de comment on se sent. Donc, si j'y vais avec le coude, je ne suis pas obligé d'être très, très, très profond dans ce cas-ci. Mais il y a des fois où je peux peser très fort pour atteindre la profondeur, toujours en gérant la douleur avec la personne. Donc, ça, c'est le conjonctif profond pour la partie dorsale. Une autre manœuvre de conjonctif profond très intéressante qui va travailler les muscles obliques internes et externes qui s'attachent jusqu'ici et le carré des lombes et en partie les ligaments sacro-iliaques. Ça va être une technique où on va aller chercher avec deux doigts. Donc, on peut prendre majeur sur majeur ou index sur majeur de façon à aller accrocher la crête iliaque. Et nous, on se penche très bien de façon à ce que notre crochet aille en profondeur. On peut faire ça avec un peu d'huile aussi. Donc, on va aller chercher les fascias profonds de toute cette zone-là. Et puis, on suit la crête iliaque. Donc, je me déplace tranquillement. Donc, je suis semi-assis, comme sur une chaise virtuelle, et je me déplace tranquillement. Donc, vous voyez la pulpe de mes doigts qui tracte profondément au niveau iliaque, lombaire, qui va aller chercher toutes les fascias des muscles profonds pour les amener jusqu'au sacrum. Donc, je continue sur les ligaments sacro-iliaques. Donc, c'est un petit peu technique mix bassin lombaire basse. Donc, je peux le refaire plusieurs fois. On y va très lentement parce que ça peut être très douloureux. Encore là, on monitore la douleur avec la personne. 5-6 de douleur sur 10. Plus on le fait, évidemment, plus ça s'assouplit. Donc, lenteur et présence. Donc, c'est sûr que ça va laisser des marques. Donc, on peut le faire 3-4 fois jusqu'à ce qu'on ait une souplesse. Évidemment, on peut palper comme ça au préalable pour tester quel côté le nécessite. Nous allons voir une autre manœuvre polyvalente dans le conjonctif qui peut être en partie étirement facial comme conjonctif profond, tout dépendamment de quelle manœuvre on fait. Donc, pour ce faire, la personne est couchée sur le dos. Nous allons prendre le bras de la personne, inspire bien. À l'expire, on tracte légèrement. Chaque expire, on tracte. Inspire, expire. De façon à amener tranquillement les fascias du thorax. On va aller chercher son épaule une fois que le bras sera en tension. Puis on lève tranquillement avec les deux bras et notre corps. Donc ça va mettre en tension les fascias entre le thorax et le bassin, entre les côtes inférieures et supérieures. Inspire encore. Donc on va aller jusqu'au maximum qui va être dit quand l'iliaque commence à décoller. Dans cette position ici, nous pouvons aller faire avec l'autre main des manœuvres obliques qui vont tracter les muscles profonds, les fascias profonds, au niveau des côtes. Donc, on peut aller travailler des problèmes
d'inspiration, d'expiration de côte, et en même temps des muscles profonds du tractus latéral superficiel. Donc ça, c'est une façon qu'on peut faire du conjonctif profond en rajoutant la tension de torsion. Ça va rajouter une dimension qu'on n'a pas dans l'autre façon de faire. Maintenant, on peut aller aussi bloquer le haut et pousser le bas, soit pousser sur l'épénéliaque antéro-supérieur ou sur les côtes inférieures et mettre en tension entre les deux mains. Ici, on est plus au niveau thorax, côte, inspire bien. Donc, on peut créer une tension aussi en séparant nos mains en longitudinal, comme ça ici. Donc, tout ça va travailler le cylindre thoracique, donc les côtes qui vont s'attacher sur les vertèbres dorsales. On peut faire l'inverse, tracter en bas et pousser en haut, pousser et séparer. Donc, ici, on a beaucoup de manœuvres possibles. On peut donc aller travailler plus spécifiquement les lombaires en ayant ici une traction vers moi. Donc, c'est vraiment mon thorax, mes ceintures scapulaires qui avancent ou reculent. Donc, inspire bien. Même chose, on peut maintenir en haut puis aller travailler avec l'autre main au niveau des muscles obliques, carré des lombes ou un petit peu plus tractus latéral superficiel. Et on redescend doucement. Donc, manœuvre polyvalente qui conclut les travails en facial. Les techniques liquidiennes appliquées au dos et au lombaire sont très simples. On en a vu en cours de route. Donc, on avait au départ les techniques musculaires, donc le raccourcissement passif. Donc, on avait notre point de pression, on avait notre raccourcissement et à l'intérieur même du temps d'attente pour détendre le muscle, on faisait notre pompage liquidien à l'expire. Donc, inspire bien. Notre pression est constante. À l'expire, on relâche et on retourne au plancher. Donc, on relâche bien, inspire. À l'expire, on relâche notre pression et on la reprend au même niveau où elle était. Donc, pompage liquidien sur des fibres de point trigger ou de point douloureux de contracture. Maintenant, si on fait notre micromassage, on avait donc un point central, les forces convergeaient vers le point, on faisait nos petits mouvements de micromassage et on relâchait pour faire un appel liquidien, soit synchronisé sur la respiration ou de façon aléatoire, comme on sentait les fibres. Donc, on peut le faire rapidement, plusieurs fois, ou de façon un petit peu plus espacée. Ça, c'est pour le micromassage. Toujours technique musculaire. Si on voulait faire un étirement, exemple, tractus latéral superficiel, donc iliocostalis ou longissimus, au niveau ici, on allait faire une pression en longueur et une fois qu'on avait fait un certain temps de mise en tension, on pouvait relâcher en longitudinal et reprendre. Donc, ça se faisait relativement vite sur un expire. Inspire bien. Donc, à l'expire, je relâche les deux bouts de l'élastique et je reprends. Souvent, il y a un allongement du muscle. Donc, pour les techniques musculaires, c'est pas mal l'ensemble des pompages liquidiens. Maintenant, au niveau articulaire, quand on faisait notre travail de compaction de vertèbres, on pouvait relâcher aussi. Ça travaille un peu les muscles et les vertèbres au niveau des facettes articulaires qui sont en contact. Donc, ça fait bouger la synovie. On n'est pas obligé de faire ça avec la respiration. Donc, on avait aussi au niveau articulaire un travail sur les côtes de rebond, donc, ou sur les vertèbres de rebond. Donc, en soi, ce genre de manœuvre-là et une espèce de pompage au niveau articulaire, la synovie est mobilisée. Au niveau des fascias, on pouvait aussi faire dans notre tension, mise en tension faciale, en étirement, on pouvait relâcher tranquillement au niveau de la mise en tension. Donc, le relâchement se fait un peu en enlevant de la pression en profondeur et
en laissant aller. Donc, c'est très minime. C'est juste pour dire qu'il y a une demi-seconde de relâchement des tissus, ce qui permet au sang, au liquide qui a été chassé par la pression, de réintégrer les tissus et d'être repoussé par la nouvelle pression. Donc, ça fait un pompage liquidien. Voici ce qui conclut le cours d'ostéomassage sur les zones lombaires et dorsales.